Bonjour à tous, je suis le docteur Kat Chateaurian, je suis médecin infectiologue à l'hôpital de Quimper et je vais vous parler avec plaisir des infections liées aux abords veineux. Donc, je vais essayer d'être un petit peu générale sur le diagnostic, la prise en charge et quelques mots sur la prévention de ces infections. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un très grand nombre actuellement d'abords veineux, qu'ils soient périphériques ou centraux, et les indications vont bien évidemment dépendre des indications. Quoi qu'il en soit, même s'il en existe un très grand nombre, je pense qu'il y a un point commun avec ces abords veineux, c'est qu'ils ont tous la capacité de s'infecter puisqu'il s'agit de matériel. Et il faut savoir que cela va entraîner une mortalité très importante concernant les patients. Et donc, premier message à faire passer, c'est qu'il est toujours important de bien évaluer l'indication et le maintien quotidiennement de ce genre de dispositif. Alors pour mieux comprendre la suite, quelques messages de physiopathologie. Tout d'abord, savoir comment peut se contaminer un dispositif veineux. Alors il existe deux principaux types de contamination, ce que l'on va appeler tout d'abord la contamination extraluminale, qui va donc plutôt concerner la partie extérieure du cathéter qui va apparaître plutôt lorsqu'il va y avoir un défaut d'asepsie de la pose ou secondairement sur l'utilisation de compresses. Et c'est vraiment une infection qui est en lien avec la flore cutanée du patient. Et c'est généralement sur ce genre d'infection que l'on peut voir apparaître des signes locaux. En parallèle, on a la contamination endoluminale qui va, elle, intéresser plutôt la lumière, donc la partie intérieure du cathéter, qui va plutôt se voir sur des cathéters de longue durée, mais qui peut se voir sur tous les types de cathéters, qui est généralement en lien avec le manuportage et la manipulation répétée des lignes du dispositif. Et contrairement à l'autre type de contamination, les signes locaux vont être peu fréquents, voire absents. Par contre, ce qui va être très évocateur d'une infection endoluminale, on y reviendra tout à l'heure, c'est de la fièvre au branchement du cathéter. Et puis deux autres types d'infections qui sont un peu plus rares, la contamination hématogène, c'est lorsqu'il y a une bactériémie pour une autre raison, le cathéter peut s'infecter, et la contamination de l'infusa qui reste anecdotique. Il existe plusieurs facteurs de risque qui vont être responsables d'infections liées au cathéter. Tout d'abord liées aux patients, les hommes sont plus à risque et puis bien évidemment le terrain d'immunosuppression car c'est souvent sur des personnes fragiles avec un lourd passif médical que qui sont porteurs de dispositifs et donc qui sont plus à risque d'infection et puis bien évidemment la grande charge en soins et une hospitalisation prolongée. Il va y avoir des facteurs de risque qui sont liés au matériel et à la pose. On sait que certains matériaux utilisés pour les cathéters sont plus à risque de s'infecter parce qu'ils vont être généralement plus thrombogènes et il va y avoir un risque d'adhésion au matériel qui est plus importante. On sait bien évidemment que le site d'insertion est plus à risque, en particulier la zone fémorale, puisque c'est souvent une zone où il y a une colonisation bactérienne. Et puis, bien évidemment, la condition d'asepsie lors de la pose, une boîte d'abord qui a été posée en urgence sans condition vraiment d'asepsie rigoureuse est plus à risque de s'infecter. Et puis, bien évidemment, des facteurs de risque liés à l'utilisation. On sait que la nutrition parentérale est un très gros pourvoyeur d'infections liées au cathéter. Comme je vous disais tout à l'heure, la manipulation répétée des lignes peut être responsable d'infections. Et puis, bien évidemment, plus le cathéter reste longtemps en place et plus il a risque de s'infecter. Enfin, quelles vont être les bactéries et les germes généralement fréquemment responsables d'infections? Donc là, ce sont des données de réanimation donc qui va concerner plutôt les voies d'abord centrales, mais je pense que ces données qui sont assez récentes sont un bon reflet de l'épidémie, de l'épidémiologie française. Et donc, il faut savoir que c'est le staphylocoque à coagulase négatif, les staphylocoques blancs, qui vont être les premiers pourvoyeurs d'infections de cathéter, donc environ 30%, suivi par les entérobactéries. Le staphylocoque doré arrive en troisième position, avec une prévalence de SARM en France qui reste assez faible, mais qui est quand même non négligeable. Et puis, sans oublier, surtout pour les patients de réanimation, le candidat qui va être pourvoyeur d'infections et surtout d'une très forte mortalité. Attention, j'en profite pour dire que les infections de cathéter, on y reviendra tout à l'heure, sont des infections associées aux soins et que normalement toutes les infections de cathéter doivent être déclarées, ce qui n'est absolument pas fait. Donc, comment va-t-on faire le diagnostic maintenant d'une infection liée au cathéter? Avant tout, la clinique va pouvoir être d'une grande aide. Quels sont les signes évocateurs? C'est
la fièvre pour un patient qui est porteur de cathéter. Et comme je vous disais, surtout pour les infections endoluminales, ça va être la fièvre au branchement, mais ce n'est pas systématique, pathognomonique. Et il faut savoir évoquer une infection liée au cathéter chez tout patient porteur d'un dispositif. Et puis pour les infections extraluminales, comme je vous disais en introduction, la présence de signes locaux périorificiels de l'insertion du cathéter sont bien évidemment très évocateurs et on en reparlera tout à l'heure, c'est une indication stricte au retrait du cathéter. Mais bien évidemment, la clinique ne suffit pas toujours pour porter le diagnostic et surtout pour adapter le traitement derrière, on va avoir besoin de prélèvements microbiologiques. Donc pour les cathéters, on va avoir 2 types de prélèvements microbiologiques qui vont pouvoir nous aider. Donc bien évidemment, ce que vous connaissez tous, la culture du cathéter, qui consiste donc à envoyer au laboratoire la partie, distale, enfin, la fin du cathéter, que l'on va mettre bien évidemment dans un pot stérile. En gros, il existe 2 techniques, mais celle qui est la plus utilisée actuellement, c'est la technique de Brunet-Buisson, qui va consister à mettre l'extrémité du cathéter, dans, du sérum phi. On va vortexer tout ça et ça va permettre aux bactéries qui sont et extraluminales et endoluminales, de se décrocher, ce qui va pouvoir nous aider à faire le diagnostic d'infection liée au cathéter, contrairement à la technique de Mackie qui généralement fait le diagnostic des infections, extraluminales. Les limites de la culture du cathéter, c'est qu'on va donc, retrouver, enfin mettre en évidence les bactéries qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de la lumière du cathéter. Mais parfois, on sait qu'il y a de simples colonisations du cathéter sans qu'on puisse parler d'infection. Et puis tout simplement aussi la contamination du cathéter lorsqu'on le retire et qui ne sont donc pas des infections. Et puis bien évidemment, qui dit culture du cathéter dit retrait du cathéter. Et parfois, quand on n'a pas de certitude diagnostique et le cathéter est précieux, c'est donc une technique qui est limitante. Et une notion qui est très importante, c'est qu'il faut savoir que si vous suspectez une infection liée au cathéter et que vous l'avez retiré pour faire le diagnostic, il faut systématiquement l'accompagner d'hémoculture périphérique pour savoir s'il y a une bactériémie associée. On reviendra tout à l'heure sur les définitions. Et enfin, dernière chose, il ne faut pas systématiquement envoyer un cathéter en culture si vous le retirez. Un patient qui va bien, qui n'a plus besoin de son cathéter, le cathéter fonctionnait très bien. Surtout, vous ne l'envoyez pas au laboratoire car vous allez retrouver une contamination, voire même une colonisation pour lesquelles il n'y aura pas d'indication de traitement et ça va être un mésusage de l'antibiothérapie. Et puis une autre technique qui s'est développée, ces dernières années, donc je pense que maintenant vous êtes tous habitués à cette technique, ce sont les fameuses hémocultures différentielles. Donc ça va nous permettre de faire le diagnostic d'infection liée au cathéter avec un cathéter qui est resté en place. Le principe, en fait, c'est de prélever donc des hémocultures, concomitantes sur le cathéter et en périphérie et il faut savoir que comme le cathéter va contenir plus de bactéries, il va pousser beaucoup plus rapidement que l'hémoculture périphérique, donc c'est comme ça que l'on fait le diagnostic. Ce qui est important pour réussir un bon diagnostic d'infection liée au cathéter avec des hémocultures différentielles, c'est qu'il faut respecter le principe de pousse bactérienne et il faut qu'il y ait exactement le même volume dans les flacons d'hémoculture piqués en périph et piqués sur cathé, sachant que, je le rappelle, il est vraiment important pour toutes les hémocultures que vous préleviez d'avoir un bon volume dans les hémocultures, sinon on sous-diagnostique les bactériémies. Et donc, une chose qui est importante, c'est, je vous conseille en tout cas, c'est de toujours commencer par prélever les hémocultures périphes qui sont souvent plus compliquées à prélever que sur les hémocathés. Et comme ça vous permettra d'adapter le volume après pour qu'il y ait les mêmes volumes partout. Et enfin, très important, vous étiquetez bien les flacons pour savoir lesquels ont été prélevés en périph et lesquels sur cathé. Et donc, on fera le diagnostic d'infection liée au cathéter avec les hémocultures différentielles si les hémocs prélevés sur cathéter vont pousser 2 heures plus rapidement que les hémocultures faites en périph. Les limites de cette technique, c'est qu'il y a certaines bactéries ou certains germes qui poussent très lentement, donc ça va mettre en défaut cette technique des 2 heures. Par exemple, certains pios qui peuvent avoir une croissance un petit peu lente et puis les candidats. Et puis, bien évidemment, comme je vous disais, quand les volumes, des hémocultures n'ont pas été respectés, on va sous-diagnostiquer ou fausser l'interprétation et bien évidemment, les erreurs, d'étiquetage, nous mettent dedans, parfois pour le diagnostic. Et puis, c'était une réflexion, qu'on avait eue il y a quelques années, à savoir s'il était pertinent de prélever des hémocultures anaérobies. Donc ça, après, c'est chaque centre qui adapte ses pratiques.
Donc maintenant que je vous ai donné les outils diagnostiques, on va voir quels sont les différents types d'infections liées au cathéter. Donc ce sont les recommandations de l'IDSA de 2009 et puis récemment les recommandations de la Société de réanimation. Donc il faut savoir que la première grande thématique des infections liées au cathéter sont les infections avec bactériémie ou fongémie quand c'est du candida. Donc deux méthodes pour affirmer avec certitude que l'on a une infection liée au cathé. C'est soit, si le cathéter est resté en place, les fameuses hémocultures différentielles qui poussent au même germe avec une différentielle de pouce de 2 heures, soit si on a pris le parti de retirer le cathéter, c'est les hémocultures périphes. Donc, vous voyez l'importance de faire des hémocultures périphes qui vont revenir au même germe que la culture du cathéter. Et puis, on a aussi des situations, surtout quand ce sont des infections extraluminales, d'avoir des vraies infections liées au cathéter, mais sans bactériémie associée. Donc, c'est une culture du cathéter qui est positive, sans hémoculture concomitante, sous réserve que vous les ayez fait quand même. Et puis, il y avait des signes locaux d'infection. Et puis, le patient, une fois que vous avez retiré le cathéter et que vous avez mis des antibiotiques, s'améliore. Et puis enfin, la colonisation du cathéter, c'est donc une culture de cathéter qui est positive, mais sans signe évocateur d'infection, des hémocultures concomitantes qui restent stériles. Et généralement, cette situation ne nécessite pas de thérapeutique. Donc ça, c'est la partie facile, c'est ce qu'on apprend dans les bouquins. En fait, il faut savoir que dans la vraie vie, on se retrouve avec des situations généralement assez différentes, soit parce que les hémocultures n'ont pas été prélevées, soit elles n'ont pas été prélevées en même temps cathé périph, soit il y a que les mocs cathé qui poussent, donc on se retrouve souvent dans des situations où il est difficile de vraiment affirmer avec certitude que c'est une infection liée au cathéter, mais on pourra retenir le diagnostic d'infection possible ou probable d'infection liée au cathéter. Et puis la société de Réa a donné deux nouvelles définitions, les infections liées au cathéter non compliquées, qui sont des infections qui vont bien évoluer, soit parce qu'on a retiré le cathéter, on a mis les bons antibiotiques et que les hémocultures ne poussent plus, ou que le traitement conservateur qu'on a décidé de mettre en place fonctionne. Et puis sinon, on va parler de bactériémie ou de fongémie persistante liée au cathéter, quand malgré un traitement bien conduit, les hémocultures continuent à pousser à 72 heures. Et les fameuses infections liées au cathéter qui sont compliquées, il y a deux principales complications que l'on va être amené à rechercher dans certaines situations. Ce sont la thrombophlébite septique et l'endocardite infectieuse. Donc d'abord la thrombophlébite septique, quand doit-on la rechercher et quand doit-on demander un Doppler? Donc si on reprend les recommandations stricto sensu, en fait normalement il faudrait faire un Doppler de la voie d'abord seulement lorsque les hémocultures continuent à pousser à 72 heures. Et puis, on est amené aussi à le faire quand il va y avoir aussi des signes évocateurs de thrombose, où il y avait en plus des signes locaux régionaux d'infection, d'un dysfonctionnement du cathéter. On y reviendra tout à l'heure. Si l'on veut maintenir un cathéter en place et que l'on veut faire un traitement conservateur avec un verrou, vous verrez que une des contre-indications à un traitement conservateur, c'est la présence d'une thrombophlébite septique. Donc, il faudra faire aussi un Doppler lorsque vous laissez un cathéter en place. Et puis, je pense que vous, comme moi, on est de plus en plus habitués à faire des Dopplers de manière un peu systématique, ce qui rend parfois la thérapeutique difficile parce qu'il peut y avoir des manchons de fibrine, des thromboses très superficielles ou incomplètes et qui ne sont pas forcément septiques. Et donc, on se retrouve parfois à traiter en excès. Donc, j'espère qu'il y aura de prochaines recommandations pour mieux réaborder la place du Doppler dans les infections liées au cathéter. Et puis, bien évidemment, se pose généralement la question de faire une échographie cardiaque. Donc, clairement, les recommandations formelles pour faire une écho-cœur, c'est une bactériémie ou une fongémie prolongée à Staph doré ou à Candida, qui sont des gros pourvoyeurs d'endocardite et à entérocoque également, et ou chez des patients qui sont porteurs de matériel. Après, franchement, une infection liée au cathéter avec une entérobactérie, il n'y a aucune indication. Et c'est vrai que même si c'est du Staph doré, que le patient n'est pas porteur de matériel et qu'il évolue bien très rapidement, chez un patient qui n'a pas de prédisposition, généralement la rentabilité est très faible. Donc, autre question primordiale, dois-je retirer le cathéter? Donc, il y a plusieurs situations dans les recommandations où il y a une nécessité absolue, formelle, de retirer le cathéter, sauf bien évidemment des situations un peu exceptionnelles où le cathéter est précieux, on n'a pas d'autre voie d'abord. Et là, parfois, on fait des exceptions, mais de manière générale, c'est le sepsis sévère ou le choc septique, quand on est quasi certain que ce soit l'infection du cathéter et surtout qu'on n'a aucune autre cause. Comme je vous disais plus tôt,
Quand il y a des signes locaux d'infection liés au cathéter, on ne maintient absolument pas le cathéter. On sait qu'on sera systématiquement en échec. Quand on est devant une infection liée au cathéter avec un syndrome infectieux prolongé, qu'on n'arrive pas à contrôler l'infection, bien évidemment, il faudra retirer le cathéter. Les infections compliquées, et puis surtout, ce qui est indispensable, c'est que certains germes vont entraîner du biofilm et vont entretenir l'infection malgré l'antibiothérapie, pour lesquels on sait qu'on aura du mal à sauver le cathéter, et donc il faudra le retirer. Et donc en particulier, c'est le staphylocoque doré, le Pseudomonas aeruginosa et le candida. Et puis, bien évidemment, si votre cathéter n'était pas indispensable, vous le retirez. Et puis, quelque chose qui n'est pas dit de manière très claire dans les recommandations, mais qu'il faut savoir faire, c'est aussi un patient qui est porteur de matériel cardiaque, il faut évidemment retirer le cathéter. Donc, pour résumer, c'est un tableau que l'on avait fait à l'époque où on travaillait sur les abords veineux centraux au CHU de Nantes, donc une prise en charge un petit peu globale. J'ai une suspicion d'infection liée au cathéter. Si j'ai des signes de gravité et ou des signes locaux, je vais retirer le cathéter et je vais faire des hémocultures périphes. Et en fonction, si les hémocs sont positifs, le cathé est positif, on aura une bactériémie certaine. Si les hémocultures sont positives, que la culture du cathé est négative, mais que le patient s'améliore, on parlera d'infection liée au cathéter probable. Et puis, ça peut arriver que le cathéter soit négatif, soit positif, pardon, les hémocs soient nègres, que le patient s'améliore et on retiendra le diagnostic d'infection liée au cathéter sans bactériémie. Et puis, si vous suspectez une ILC, mais que le patient n'a pas de signe de gravité, que vous avez le temps un petit peu de voir venir, qu'il n'y a pas de signes locaux, c'est plutôt des hémocultures différentielles que vous allez faire. Donc, si les hémocultures différentielles reviennent positives, vous avez votre diagnostic et vous réfléchirez selon les complications ou les germes de si vous le retirez. Et si il n'y a pas d'hémoculture différentielle positive, mais quand même que vous avez un doute que ce soit vraiment du cathé, vous le retirez quand même. Et puis, on en arrivera là avec les diagnostics ou pas de posé. Et donc, maintenant, on va aborder la question de la thérapeutique. Alors, le choix de l'antibiothérapie n'est pas toujours très simple, c'est surtout à quel moment on met les antibiotiques et lesquels. Donc, des notions à ne pas oublier sur l'infection du cathé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une infection qui est associée aux soins. Donc, il est difficile de faire un protocole national en général parce qu'on sait que selon les centres, on a une épidémiologie microbiologique un petit peu différente. Et puis aussi, il faut tenir compte des antériorités du patient. Si un patient est connu à BLSE, on aura plus tendance à couvrir la BLSE qu'un patient avec une faible charge en soins et qui a une infection très précoce de son cathéter. Et puis, on va tenir compte, bien évidemment, de la gravité et puis des premiers résultats microbiologiques que l'on peut avoir si on n'a pas décidé de traiter d'emblée une infection. Donc, quel traitement probabiliste on va mettre en place après, bien évidemment, avoir prélevé des hémocultures périphes et ou cathé, ou voilà, il va falloir mettre, surtout s'il y a des signes de gravité, un traitement anti-SARM, d'accord. Donc, les traitements anti-SARM que vous connaissez, c'est la Vanco. Maintenant, on positionne assez facilement la daptomycine, qui est quand même beaucoup moins néphrotoxique et donc qui peut être mis en place chez des patients qui ont une insuffisance rénale. Je rappelle qu'il est clairement mentionné dans les recommandations que l'on ne doit pas utiliser le Zivoxide parce que ce sont souvent des patients qui sont bactériémiques et le Zivoxide n'est pas est bactériostatique, n'est pas bactéricide, donc c'est une perte de chance pour le patient. Et à côté des anti-SAM, on va rajouter une bêta-lactamine à spectre large qui va couvrir systématiquement le pseudomonas. On n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est quand même un haut pourvoyeur d'infections liées au cathéter. Et on verra s'il y a besoin que cette bêta-lactamine couvre également les BLSE, donc ce qui est utilisé selon les centres et selon le terrain du patient, piperacilline, tazobactam, cefepime, et puis pour les BLSE, plutôt les pénums pour l'instant. Si le patient a vraiment des signes de gravité, on rajoutera un aminoside. Et pour des patients chez qui il y a une très forte charge en soins, des patients de réanimation, et s'ils ont vraiment des signes de gravité, on peut se poser la question de rajouter un antifongique, comme vous avez vu tout à l'heure, donc plutôt des candines. Et puis, il y a des protocoles généralement intra-hospitaliers pour les aplasies fébriles. Et puis, bien évidemment, on adaptera le traitement en fonction des données microbiologiques secondaires.
Autre principe, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un traitement conservateur. Donc, c'est quoi? C'est de maintenir le cathéter en place parce que c'est une infection endoluminale, que le patient n'a pas de signe de gravité, évolue bien, qu'il n'y a pas de thrombophlébite associée, c'est pas du staph doré, c'est une entérobactérie. Le cathé est précieux, vous allez vouloir le laisser en place. Et donc, vous allez, dans ce cas-là, essayer de sauver le cathéter en rajoutant un verrou. Donc, il faut savoir que les verrous d'antibiotiques s'associent systématiquement avec un traitement systémique. Le principe, c'est d'aller mettre des antibiotiques très fortement concentrés dans la lumière du cathéter. Donc, vous voyez que vous allez traiter comme ça une infection endoluminale et pas extraluminale. Et donc, les indications, comme je vous disais, c'est lorsqu'il y a des germes qui nous autorisent à laisser le cathéter en place et quand le cathéter est précieux et qu'on n'a pas forcément envie de le retirer. Donc, il faut savoir qu'il existe des protocoles standardisés dans beaucoup de centres par rapport à ça. Et on va laisser le verrou devant, enfin les verrous en fonction 10 à 14 jours avec une surveillance régulière des hémocultures sur cathéter, voire en périph pour s'assurer que l'on n'est pas en échec de ce traitement. Sinon, il faudra retirer le cathéter. Donc ça, c'est le protocole que l'on a au CHIC pour la vancomycine, mais il existe aussi des protocoles avec des aminosides. On peut faire ça avec plusieurs antibiotiques. Donc ça, c'est après à chaque centre d'adapter ces protocoles. Et puis un gros challenge actuellement, c'est la durée de l'antibiothérapie. C'est souvent assez, compliqué. Vous allez voir, les recommandations, donnent des durées qui sont très différentes, heu, selon les recommandations. Donc ça va dépendre de l'agent infectieux, de la présence d'une bactériémie ou d'une fongiémie associée, de signes locaux régionaux, de si l'on a décidé de maintenir ou pas le cathé et des complications. Donc je vous ai repris sur ce tableau, les différentes recommandations qui proposent des durées de l'antibiothérapie. Donc, vous voyez qu'elles sont très disparses, donc ça va dépendre des germes, de s'il y a une bactériémie ou pas, sachant que toutes les recommandations n'abordent pas le sujet sans bactériémie, qui est souvent un peu au choix du praticien. Donc, je vous ai mis en gras un petit peu les durées que nous, on mettait en place généralement. C'est vrai que sur le staphylocoque doré, même si la SRLF propose 7-14 jours, on reste sur une bactériémie de staph doré, donc on est plutôt sur 14 jours. En revanche, sur les staph à coag négatifs et sur les entérobactéries, on a donc tendance à faire des durées de plus en plus courtes. Savoir que même quand il n'y a pas de bactéries, se discute vraiment l'intérêt d'aller mettre une antibiothérapie, sauf s'il y a des signes locaux, on va traiter une infection cutanée. Mais voilà, pour le candidat, on fera plutôt 7-14 jours bien en s'assurant qu'il n'y ait pas d'endocardite. Et puis la thrombophlébite septique, vous voyez, c'est très variable d'une recommandation à l'autre. Ça va dépendre en fait si c'est une veine un peu profonde, superficielle, du germe en question, de l'évolution du patient. Et juste pour votre information, quand on parle de durée d'antibiotiques, on parle généralement du J0 de la première hémoculture négative et ou du retrait du cathéter. Et juste une diapositive pour terminer. Donc, comment prévenir les infections? Donc, bah, ça va corroborer un petit peu avec les facteurs de risque que l'on a vus au tout début. Donc, bien évidemment, pour éviter une infection, il faut avoir des procédures enfin, d'asepsie rigoureuse lors de la pause. Et puis, bien évidemment, quand on a un choix de site des pauses, on va prioriser des sites qui sont le moins colonisés. On a vu tout à l'heure que certains matériaux étaient plus à risque d'infection et puis se pose de plus en plus, et il y a une revue, enfin, beaucoup de publications sur des cathéters imprégnés. Donc pour l'instant, ils ne sont pas forcément dans les recommandations, mais peut-être que dans quelques années, on verra apparaître des cathéters imprégnés d'antibiotiques ou d'agents anti-infectieux qui permettront de diminuer les risques d'infection liés au cathéter. Et puis, bien évidemment, quelque chose qui est vraiment primordial, c'est l'entretien du cathéter avec une surveillance rigoureuse, bien éduquer le patient, mais aussi les soignants sur l'entretien des dispositifs. Et puis, je le répète encore une fois, le meilleur moyen de prévenir les infections liées au cathéter, c'est de retirer le cathéter lorsqu'il n'est plus utile. Donc, pour conclure, voilà, ne pas oublier que les infections liées au cathéter, c'est un peu le gagne-pain des infectiologues, beaucoup moins que la Covid en ce moment, je ne vous le cache pas, mais quand même, ça fait partie des appels très réguliers que l'on a. Donc, c'est vraiment indispensable qu'on sache utiliser les cathés et que l'on forme tout le monde à leur bon usage et également le patient. Quand on est devant une suspicion d'infection du cathéter, il va falloir se donner les moyens de l'approuver avec les bons outils
parce que vous avez vu que quand même la durée de l'antibiothérapie derrière, allait s'adapter, à savoir s'il y avait une bactériémie ou pas, donc il faut prélever des émocs. Voilà, posez-vous systématiquement la question de: «J'enlève ou j'enlève pas le cathé? Est-ce que j'ai besoin de faire des examens complémentaires?» Arrêtez de demander des ETT à tout va parce que la plupart du temps, elles ne sont pas utiles et puis bien évidemment, bien utiliser les antibiotiques avec des antibiotiques adaptés qu'on réévalue régulièrement et voilà. Donc je pense qu'il est primordial que chaque, établissement, ait des protocoles pour la prise en charge, des infections liées au cathé et au bon usage, des infections liées au cathé. Donc je vous remercie.